Donc, bonjour à tous. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Et particulièrement, merci au jury d'avoir accepté d'évaluer mon travail de thèse. Donc, je vais commencer ma présentation intitulée Optimisation mécanique d'un robot bien inspiré pour une navigation autonome de longue distance. Cette thèse, encadrée par Stéphane Violet et Julien Serre, donc, a été menée à l'Institut des sciences du mouvement, donc ici à Marseille, et donc financée par le CNRS et l'Agence d'innovation défense, donc auparavant la DGA. Donc, lorsqu'on regarde le titre de cette thèse, il peut paraître un peu long. Mais en fait, on peut le résumer par une phrase assez courte, qui est ici. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé en thèse, il y a Julien et Stéphane qui m'ont dit il y a 30 millions de robots avec la code qui est meilleur qu'Android. Donc là, déjà, cette question se pose. Donc, d'abord, quand on s'intéresse aux robots hexapodes, et quels types de robots ils existent. Parce que de nos jours, en fait, ce qui est à la mode, c'est plutôt les robots quadrupèdes, comme ici le robot Spot de Boston Dynamics, qui sont qu'on voit partout à la télé, qui sont les robots commercialisés à une très grande échelle de nos jours. Et donc, pourquoi on se limite aux robots hexapodes? Ensuite, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire meilleur? Parce qu'on ne connaît pas vraiment ce que c'est la mesure de performance dans le domaine de la robotique. Par exemple, on connaît la mesure de performance en automobile. Par exemple, on a la consommation d'essence pour 100 km. Mais dans le domaine de la robotique, c'est encore flou. Donc, on va détailler ce point-là. Après, donc, en vote, on va s'intéresser à ce robot ici. Donc, c'est un robot qui a été construit précédemment à l'Institut des sciences du mouvement. On va voir quelles sont ses particularités, pourquoi on s'intéresse à ce robot spécifiquement. Et donc, ce projet de thèse, en fait, il a été fait selon trois grands axes de recherche. D'abord, on a cherché à analyser les robots hexapodes actuels pour comprendre leurs caractéristiques, leur utilisation et leurs limites. Ensuite, la seconde étape était donc de voir les étapes de fabrication d'un robot bien inspiré aussi proche de l'animal que possible. Et dans un troisième temps, on va voir donc la mesure des performances d'un robot hexapode. Notamment, on verra donc la constitution d'un banc de test qui a été fait au cours de ce projet de thèse. Donc, pour commencer, on va voir donc faire une analyse des robots hexapodes conventionnels qui existent de nos jours. Il faut savoir que historiquement, le premier robot hexapode remonte jusqu'à 1969, où donc il a été conçu à l'université de Rome par Muccial. C'est un robot qui mime la marche de l'insecte, et donc il a 2 degrés de liberté par patte et il peut marcher seulement en ligne droite. En 1980, c'est le premier robot hexapode français. Donc, lui, il peut marcher en 2 dimensions, c'est-à-dire qu'il peut tourner parce qu'il a une certaine flexibilité au niveau de la base de la patte. Mais en fait, il faut savoir aussi que l'ensemble de ces robots développés à cette période sont donc d'une grande envergure. Donc là, ils font plus d'1 mètre de long et plus de 100 kg. Entre 1981 et 1990, donc on a le robot Machta, c'est un des premiers robots à avoir 3 degrés de liberté par patte. Et équipé de nombreux capteurs de force en coup de patte, il peut donc marcher sur des surfaces molles, comme ici, de la neige, parce que c'est un robot soviétique. Et donc, après, quand on arrive à partir des années 2000, la dimension des robots diminue, comme ici avec le robot Slayer, qu'on va en dessous du mètre, et leur masse aussi, parce qu'on abandonne des technologies hydrauliques pneumatiques qui sont dangereuses, notamment, et donc, on fait des robots électriques. Et de nos jours, en fait, les robots hexapodes ils tendent à s'uniformiser, comme illustre ce robot ici, qui sont utilisés dans le domaine de la recherche, et ils sont caractérisés comme des robots bio-inspirés, c'est-à-dire qu'ils s'inspirent des insectes, comme ici la fourmi. Donc, on peut voir qu'au niveau des caractéristiques, ils sont de petites dimensions, au-dessus du mètre, 3 kg de masse. Donc, au niveau de leur structure de pattes, on a donc une patte avec 3 servomoteurs électriques, donc sans aucun capteur. Et donc, après, chaque patte est reliée à un corps unisegment. Donc, c'est-à-dire soit un hexagone, soit un rectangle. Et là, en fait, on peut voir vraiment que c'est des modèles simplifiés des êtres vivants de l'insecte, parce que l'insecte, il a une tête, un thorax, un abdomen, alors que là, on a un seul bloc auquel sont attachées les pattes. Donc, il est important de remarquer que leur prix est relativement faible, jusqu'à 3 000 €.
Parce que donc, c'est des robots imprimés en 3D, ce qui facilite donc, leur utilisation par les centres de recherche, donc, ce qui facilite l'accès au monde universitaire. En comparaison, donc, des robots fabriqués en aluminium, par exemple, ils coûteraient jusqu'à 80 000 euros. Donc, on peut voir l'utilité de l'impression 3D. Et ainsi, en fait, c'est à cette catégorie de robots qu'on va s'intéresser, parce que ça représente vraiment ce que c'est les robots hexapodes actuellement. Donc, on a vu en bot juste avant. Donc, et on avait dit au tout début qu'en bot, donc, on cherchait à faire un robot avec de meilleures performances que lui. D'abord, on va voir ses caractéristiques. Donc, en bot, c'est un robot bien inspiré. C'est-à-dire qu'il s'inspire d'un animal. Ici, donc, c'est la fourmi du désert Catellus tortis. Plus particulièrement, il s'inspire de sa vision. Donc, ce robot est capable de naviguer à la manière de la fourmi du désert d'une manière autonome dans le milieu extérieur et de revenir à son point de départ donc sans intervention humaine. De manière générale, un robot bien inspiré peut aussi s'inspirer des caractéristiques géométriques, comme ici par exemple on a 6 pattes. Donc ce robot il va marcher à la manière de la fourmi. Et d'autres robots s'inspirent aussi d'autres mécanorécepteurs présents donc, par exemple sur les pattes. Ainsi, on va voir un peu plus de détails quels sont les enjeux de la biorobotique actuelle. Donc, pour cela, en fait, la biorobotique a un double enjeu. Donc, on va prendre le robot en bot, finalement, et de l'autre côté, on va prendre la fourmi Catellus. En fait, la biorobotique, elle permet d'un côté, soit de faire de l'innovation en robotique, ce qu'on fait ici donc, à l'Institut de faire du mouvement. On va essayer de dépasser les limites technologiques actuelles en s'inspirant des caractéristiques de l'animal. Et d'un autre côté, on va vérifier des hypothèses établies par les biologistes à partir de l'expérience menée sur leur robot. Ça, c'est fait par exemple au CRCA, donc des partenaires à Toulouse avec lesquels je travaillais au cours de ma thèse. Et par exemple, on peut se poser différentes questions. Donc, des questions de l'ordre mécanique. Pourquoi la fourmi peut transporter jusqu'à 15 fois sa masse du corps en charge, alors que le robot est limité seulement à 0,3 points? On peut se poser des questions de l'ordre de la navigation. Pourquoi la fourmi peut faire des trajets de 150 mètres, alors que le robot qui est 30 fois plus grand peut faire que des trajets de 15 mètres? Et en fait, la question la plus fréquente, donc, c'est comment la fourmi, elle navigue, comment la fourmi se déplace, comment elle raisonne et s'adapte au terrain. Donc, ça, c'est ce qui est étude de locomotion. Et c'est vraiment la question la plus traitée par tous les projets de robotique hexapode. Donc, plus particulièrement, dans les études de la locomotion, on va dire, suivent 3 grands axes de recherche. Tout d'abord, on a des études qui visent à établir le modèle neuronal qui permet la marche, donc qui génère la marche de l'insecte, donc une approche bien inspirée. On a soit une approche par l'ingénierie des contrôles qui vise à modéliser donc, mathématiquement le robot et essayer de recopier le comportement de l'animal. Et on a donc une approche par apprentissage automatique où là, c'est des réseaux de neurones, donc du machine learning. La machine va apprendre d'elle-même à marcher comme les insectes. Mais de manière générale, en fait, ces 3 approches, ils essaient de limiter le fonctionnement du système nerveux central de l'insecte, qui est donc situé dans les combinaisons thoraciques, qui donc génère la locomotion, la marche de l'animal. Donc là, on a un exemple de l'apprentissage automatique. On a un robot hexapode qui peut marcher, normalement. Et après, au cours de sa mission, il va rencontrer une difficulté, il a une patte qui se casse. Donc le robot ne peut plus réussir à sa mission, mais grâce à l'apprentissage automatique, il va apprendre par lui-même à marcher malgré son défaut. Donc ici, il va réaliser des petits sauts pour atteindre son but final au bout de son circuit. Donc en fait, là, on voit vraiment l'un des intérêts pourquoi on étudie la robotique hexapode, parce que tout d'abord, le robot il peut continuer à marcher même s'il a une défaillance. Donc on a, on va dire, des pattes de réserve au cas où. Ensuite, on s'intéresse à la robotique hexapode parce qu'ils ont ce qu'on appelle la stabilité statique. Donc à chaque instant de la marche, donc, le robot est stable, il a 3 pattes en contact avec le sol. Et en comparaison, les robots quadrupèdes, ils doivent toujours garder un équilibre dynamique. Et donc, ce qui n'est pas le cas dans des robots hexapodes.
Et en troisième point, donc, on peut dire que les robots hexapodes sont optimisés énergétiquement. Donc, par rapport à des robots avec un plus grand nombre de pattes, comme les robots octopodes, les robots hexapodes ont aussi pas donc moins de moteurs à alimenter. Donc, on peut dire que c'est le choix le plus optimal au niveau énergétique. Et donc, en fait, avec donc, ces études, on peut voir que ces robots hexapodes, actuellement, ils sont utilisés souvent dans des environnements contrôlés, sur des courtes distances et sur des courtes durées. En fait, ça peut être la raison pourquoi on ne voit pas encore des robots courir dans la rue avec nous. C'est parce que ils sont pas conçus pour marcher dans un environnement externe. Et ils sont pas robustes à des perturbations. Donc, maintenant, on va voir en fait les étapes de fabrication d'un robot hexapode bien inspiré, de sorte à ce qu'il soit robuste, en tout cas plus robuste aux perturbations externes, et donc donc plus proche de l'animal que les robots conventionnels. Donc, lorsqu'on commence le design d'un robot hexapode, on définit son cahier de charge. Donc là, ce cahier de charge définit un robot conventionnel, donc de la même catégorie qu'on a vu précédemment. Mais donc, cette fois-ci, on va regarder plutôt quelles sont les limites mécatroniques des robots hexapodes actuels pour essayer de les dépasser, de trouver une solution aux problèmes connus. Ensuite, on a dit qu'on cherchait à penser un robot bien inspiré. Donc, cela nécessite donc de prêter davantage d'attention sur la géométrie du robot, son actionnement, et donc son système sensoriel. Et tout cela va définir d'abord la précision du modèle biologique et à la fois donc les performances du robot de manière générale. Ainsi, on va s'intéresser quelles sont les incohérences des robots conventionnels au niveau biologique actuellement. Et aussi, un point important, c'est qu'on va s'intéresser seulement à l'étude d'une patte unique. Donc, parce que tout d'abord, pour avoir un robot performant, il faut bien sûr avoir une patte performante. Après, pour des questions de coût et de temps de fabrication, donc ce choix de méthode de développement a été fait. Donc, les expériences menées sur robot ont montré que le problème majeur de la robotique hexapode actuelle, c'est leur système d'actionnement, donc le servomoteur. Dans les servomoteurs électriques, ils ont de nombreux avantages, donc c'est pour ça qu'on les utilise tout le temps. Donc, s'ils sont compacts, simples à implémenter, on a une commande facile déjà mise en place en vitesse exposition, et il existe une large gamme dans le marché, donc il peut s'adapter à presque toutes les utilisations. Cependant, il y a des inconvénients. Et ces inconvénients sont toujours négligés lors de l'utilisation du robot. Donc, qui est par exemple la consommation continue d'énergie. C'est-à-dire que ici, par exemple, on a un robot qui est à l'état statique et il va toujours consommer de l'énergie, il va toujours consommer du courant électrique. Et ça, c'est donc un courant électrique équivalent, mais c'est donc un courant qui fait tourner un moteur à pleine puissance. Donc, en fait, on a toujours une perte énergétique non négligeable. Après, on aura toujours la surchauffe, bien sûr, avec la consommation énergétique, et on a des engrenages fragiles qui vont se casser, par exemple ici en exemple, parce que donc, les servomoteurs ne sont pas vraiment adaptés au robot à pattes, où il y aura beaucoup de chocs avec le sol, donc au niveau des extrémités, et beaucoup de vibrations. Donc, il y a de la casse, et bien sûr, au bout de chaque expérience, il faudra réparer le robot, et donc, ce qui augmente son prix de maintenance avec 130 € par moteur, ça revient très cher à la fin. Et là, donc, un exemple de robot Android qui a été surchauffé, peut-être qu'il y a un engrenage cassé au bout d'une dizaine de minutes, c'est une expérience. Et si ce robot était en cours de mission de sauvetage à ce d'un tremblement de terre, c'est dommage, il ne pourrait pas arriver. Terminer sa mission. Mais il y a 3 pattes à la fin. Donc là, je vous présente la solution développée au cours de cette aide, la patte pour robot hexapode, qui est inspirée, appelée Parcode 40. Donc, c'est une pâte qui structurellement reprend la morphologie des pâtes classiques, c'est-à-dire on a toujours 3 segments, on a le tibia, on a le fémur ici et le septum trochanteur, donc comme les pâtes conventionnelles. Ensuite, on a toujours 3 degrés de liberté par pâte, une mise en mouvement avec 3 moteurs à courant continu. Là, on peut voir les mouvements possibles réalisés par la pâte. Et aussi, on peut voir donc, comment cette pâte en place sur un robot complet. Donc, après, on a un ensemble de capteurs angulaires
de capteurs de force hein, et plié sur tout l'ensemble de la patte. On a aussi, donc, contrairement au robot classique, on a des dimensions cohérentes avec la fourmi qui attaque des suites sportifs, c'est-à-dire qu'on essaie de respecter au minimum donc, tout ce qui est donc, longueur des segments et valeur angulaire, ce qui n'est pas le cas sur les robots conventionnels. Et après, donc, c'est une structure entièrement imprimée en 3D, ce qui donc réduit son coût. Donc, un robot complet coûterait 2000 €. Et donc, le temps de fabrication d'une patte, c'est d'une semaine. Et donc, on voit l'intérêt de travailler sur le développement d'une patte unique parce que si on construit un robot complet pour chaque version du prototype, on perdrait 1 mois et demi de fabrication à chaque fois. Et là, donc, un exemple de la vidéo de la patte réelle qui réalise un mouvement de marque dans un tapis roulant. Alors, lorsqu'on développe une patte de robot d'inférence, il y a plusieurs questions par rapport à sa géométrie. Et la première question qu'on se pose, c'est le nombre de degrés de liberté. Donc, une fourmi, donc, par exemple, là, on peut voir certaines cinématiques, et au niveau de sa fixation avec le thorax, on a la coxaille qui a une liaison rotule, puis on a une succession de liaisons pivots plus ou moins alignées. Ça, on peut voir que ce n'est pas le cas des robots conventionnels actuellement, donc, qui sont limités seulement à 3 liaisons pivots. Pour voir un peu l'effet du nombre de liberté sur la marche du robot ou de l'animal, on peut faire une simulation numérique. Donc là, par exemple, pour 2 degrés de liberté, on peut tracer l'espace de travail de la patte, c'est-à-dire l'ensemble des points que l'extrémité de la patte peut atteindre au cours de sa marche. Donc avec 2 liaisons pivots par patte, la trajectoire de la patte elle serait circulaire. Et en fait, cela engendrait peut-être des oscillations du corps du robot et pourrait perturber les capteurs embarqués sur cette machine. Avec 3 degrés de liberté, on a un volume qui va apparaître, ce qui va permettre par exemple de définir une trajectoire rectiligne à l'intérieur. Donc cette fois-ci, le robot pourra marcher vraiment en ligne droite, profondément, et il pourra donc marcher sur un terrain plus ou moins accidenté. Et si on augmente davantage le nombre de degrés de liberté, on a encore un plus grand espace de travail. Et dans ce cas-là, par exemple, on peut changer aussi l'orientation du corps du robot par rapport au sol, ce qui lui permet de gravir des pentes plus élevées, par exemple jusqu'à 50 degrés, parce que donc il gère mieux son équilibre. Mais technologiquement, il est compliqué de faire un grand nombre de degrés de liberté parce qu'il faut de plus en plus de moteurs. Donc le contrôle des pattes devient très complexe. Donc la solution la plus optimale, c'est 3 degrés de liberté, celle qui a été conservée sur la patte proportionnelle. Cependant, il y a une autre caractéristique géométrique des pattes des insectes, et celle-là, on peut la reprendre donc, sur notre patte biosphérique, c'est la posture des insectes. Donc ici, par exemple, quand on regarde la fourmi, elle a une posture en fait, une patte en forme de zigzag. Ça, c'est ce qu'on appelle sa posture. Chaque être vivant, il a sa propre posture. Donc en A, par exemple, on a la posture des mammifères, avec les différentes variantes. En B, on a la posture des reptiles, et en C, on a la posture des insectes. Donc, elle choisit sa posture, donc, ils ont cette posture de leur environnement et de leur mode de vie. Mais donc là, on peut regarder, en réalisant une simulation, donc, l'effet de la posture sur les aspects énergétiques de la marche. Par exemple, là, on simule une patte qui va faire un cycle de marche classique, et on va faire varier donc, l'angle au niveau de la tâche avec le thorax. Et donc, ce qui concerne les résultats, on peut voir que ici, on a la puissance nécessaire au mouvement qui diminue, avec l'angle de la patte qui augmente. Donc, en fait, on peut dire que la posture de l'insecte, donc particulier, lui permet de faire une sorte d'économie d'énergie au cours de la marche. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut reprendre sur le robot qui a été repris sur la patte proportionnelle. On avait vu précédemment que la consommation continue d'énergie était un problème majeur des robots conventionnels. Et en fait, on va voir, donc, regarder comment la nature résout cette difficulté. Donc ici, par exemple, pour les humains, donc ici on a l'articulation du genou, ou donc aussi c'est le cas pour les chevaux, par exemple. En fait, on a une articulation autobloquante, c'est-à-dire que mécaniquement, elle se bloque à la position à l'état verticale, ce qui permet de réduire jusqu'à 12% la consommation énergétique. Donc, on peut essayer de reprendre cette structure sur le robot, mais comme on a une échelle assez petite, comme c'est l'impression 3D, c'est compliqué de le faire, donc on va trouver un mécanisme équivalent.
Donc ici, par exemple, on a le mécanisme vis sans frein écrou, qui est un mécanisme irréversible et qui permet de bloquer l'articulation, même si le moteur n'est pas en marche, bah, la patte va rester en position sans consommer d'énergie. Donc ce mécanisme-là, on peut le voir ici sur la photographie. Donc en rouge, on a le moteur. Après, ici, on a donc la vis sans frein et l'écrou qui est à l'intérieur de la pièce bleue. Donc, ce type de mécanisme, en fait, est souvent utilisé sur des machines qui doivent soulever des charges importantes, comme ici, donc, le sous-marin utilisé pour l'exploration pétrolière. On a un bras articulé, donc reprenant ce type d'actionnement. Mais donc, le désavantage, c'est que, en fait, niveau définition, donc, au niveau du couple et par rapport à la vitesse de l'actionneur, on a une non-linéarité, ce qui complexifie donc le contrôle de la patte. Mais tout de même, on a réussi à supprimer la consommation continue d'énergie, et ça, c'est ce qu'on cherchait à faire à la base. Donc ensuite, on avait dit que la fragilité des mécanismes était un défaut des robots actuels. Et en fait, dans notre cas, on va dire l'actionneur, c'est pas enfermé dans un boîtier compact. Là, en fait, notre actionneur est étalé sur un ensemble de plein de segments. Donc, renforcer l'actionneur revient à renforcer la patte de manière générale. Chez les insectes, en fait, ils ont un exosquelette qui a une structure donc rigide à certains endroits et souple à d'autres, donc un composé de cuticules. Et en fait, cet exosquelette permet aux animaux, donc à l'insecte, d'être résistant aux perturbations extérieures au choc. Donc, on a essayé de reprendre cette structure sur le robot, où chaque segment a une structure très volumineuse, avec des parois très fines, mais creuses. Donc, ce qui permet, par exemple, d'augmenter sa résistance mécanique de chaque type de pied de 13% par rapport à un design de robot axial. De plus, on a donc des pièces qui sont donc très spacieuses, ce qui facilite les défenses thermiques. Et par exemple, au bout de 10 minutes de marche, la patte conventionnelle, donc, on va appeler AX-Leg ici, elle va continuer à chauffer jusqu'à 50 degrés et après, donc, elle va arrêter de fonctionner. Alors que pour la patte 15, en fait, on va avoir un maximum qui sera atteint au bout d'une dizaine de minutes. Et c'est-à-dire que ce robot équipé de ce type de patte, il pourra marcher beaucoup plus loin parce que thermiquement, il ne sera pas limité dans sa marche. Un dernier point, donc on ne peut pas parler de design de robot sans parler de système sensoriel. Donc chez les insectes, qui sont des systèmes, on va dire, minimalistes, où on a vraiment le minimum de capteurs nécessaires à la locomotion, on peut voir qu'on a différents types de capteurs, par exemple des organes frontales, comme ici, qui mesurent la position des pattes. On a des épines et des poils qui permettent, par exemple, de détecter les efforts externes, donc les contacts. Et on a ce qu'on appelle les sensibles compagniformes, qui eux mesurent les efforts internes. Et par exemple, il a été montré que les sensibles compagniformes peuvent être utilisés sur des robots pour améliorer leur locomotion. Par exemple, lorsqu'on fait varier la charge, donc transportée par le robot ou par un insecte, donc les sensibles compagniformes, ils vont réagir plus ou moins en fonction de la charge. Et en fait, l'animal, il adapte sa locomotion grâce à ces mécanorécepteurs au terrain et donc à ce qu'il transporte. Aussi, avec, grâce aux sensibles compagniformes, par exemple, l'insecte, il contrôle le glissement donc, des terrains. Et ça, c'est un caractère vraiment intéressant pour la robotique hexapode. Donc, on essaie de reprendre ce fonctionnement sur le robot, sur la page 15, où donc, on a un système de rails, de liaison glissière contraint par des ressorts, et on a un capteur hydraulique qui va mesurer la déformation du ressort. En fait, si un effort est appliqué au niveau d'un segment de la patte, cet effort sera mesuré au niveau par ce capteur hydraulique. Donc, en fait, d'un côté, ça permet de mesurer les efforts externes appliqués sur le mécanisme, et en plus, ça permet de casser un peu l'aspect irréversible de la patte, de la liaison vis sans frein écrou, puisque maintenant, on pourra bouger l'os de la patte, et lorsqu'on aura un choc avec un objet externe, la patte ne va pas casser. Et donc là, on améliore la résistance du mécanisme d'actionnement. Donc, on a vu
que donc, on a construit une base bien inspirée, et on voudrait mesurer ses performances et les comparer à des robots conventionnels, mais malheureusement, il n'existe pas de procédure standardisée pour le faire. Et avant de parler de mesures de performance, ben, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'on veut mesurer. Donc, dans le domaine de l'automobile, c'est une question très fréquente, un sujet vraiment traité dans la mesure de performance, dans une vidéo. On a une voiture de course, qui on veut mesurer donc ses performances sur une route plus ou moins accidentée. Et on va les comparer aux performances d'un camion, ici le camion Kamaz. On peut voir déjà que il est important de définir la mission à réaliser, puisque la mesure de performance doit être faite dans le même environnement. Ensuite, donc, il est important de définir le critère de performance, parce que, par exemple, en termes de vitesse, ces deux véhicules sont identiques. Hein, la motorisation de ce camion est telle qu'elle peut rattraper la voiture de course plus légère. Et si on s'intéresse, par exemple, à la consommation d'essence ou à la distance parcourue, c'est la voiture qui remporte la course parce qu'il pourra aller beaucoup plus loin en termes de distance, car le camion il va tomber en fin de descente plus tôt. Donc, il est important de définir la catégorie de véhicules qu'on construit, ou de la catégorie de robots qu'on construit, en fonction de la mission à réaliser. Donc, on peut résumer ceci par trois situations. Par exemple, sur terrain plat, la voiture légère, elle gagnera la course sur le camion parce qu'en termes de distance, parce qu'elle consomme moins, elle pourra aller beaucoup plus loin. Sur un terrain accidenté, si on compare un camion à une voiture de course, le camion il gagne la course parce qu'il est plus adapté avec ses grandes roues à un terrain complexe, alors que la voiture elle va tomber en panne dès le début de la course. Et sur un terrain incliné, par exemple, si on a des voitures chargées, c'est le camion qui va remporter la course parce qu'il y a une motorisation plus puissante, il va pouvoir donc plus facilement déplacer une charge. Donc en fait, dans notre cas, on s'intéresse à des robots hexapodes pour faire de la navigation de longue distance. Donc on va s'intéresser à trois points. Donc l'endurance énergétique, qui est le premier cas, l'endurance mécanique et donc la résistance à la charge. Donc on a déjà parlé un peu d'endurance mécanique dans la partie précédente, donc là on va se concentrer sur l'endurance énergétique. Donc, dans le monde de la biologie, il est courant de mesurer la consommation d'oxygène dans l'animal, au cours de sa marche, par exemple. Là, on a le cheval, et on va essayer de tracer sa consommation d'oxygène en fonction de la vitesse de marche. Donc, on peut voir que sa consommation d'oxygène, qui représente sa consommation énergétique, est minimale pour une certaine vitesse. Et là, on va dire qu'en fait, le cheval, il va essayer de toujours se déplacer à cette vitesse précisément, parce que c'est là qu'il sera le plus économe en énergie. On a pareil pour le trot, on a aussi donc, un minimum qui peut être atteint pour comprendre par seconde. Et pour le galop, donc aussi, on a un minimum énergétique. Et en fait, on peut dire qu'il est presque identique partout. Donc en fait, le cheval il aura le choix entre trois vitesses, vraiment où il sera optimisé énergétiquement. Il y a trois points de fonctionnement optimaux. Donc, à partir de là, en fait, il est défini ce qu'on appelle le coût de transport, le COT, qui correspond au flux d'oxygène divisé par la vitesse et la masse de l'animal. Et il est courant de le représenter sur un graphique des formes. Donc, ici, en abscisse, on a la masse de l'animal, et en ordonnée, on a ici le minimum du coût de transport. Donc, le minimum, c'est la valeur minimale attendue par l'animal de manière générale. Là, donc, on a le cheval. Et on peut tracer et le comparer à d'autres animaux, comme ici dans tous les animaux à pattes. On peut voir que le cheval est le plus optimisé énergétiquement. Donc, on peut aussi tracer les animaux qui volent ou qui nagent. Il faut savoir que donc, en fait, les animaux nageurs, ils sont les plus optimisés énergétiquement parce qu'en fait, ils vivent dans un milieu uniforme. Ils n'ont pas d'obstacles vraiment. Ils n'ont pas besoin de s'adapter à un environnement complexe. Donc, c'est pour ça qu'ils sont ils ont une moindre consommation énergétique. Donc là, on a l'être humain ici, et là, c'est nous en train de nager. Et on peut essayer donc, de regarder ce qui se passe dans le domaine de la robotique. On a une valeur qui s'appelle la résistance spécifique, un peu une valeur équivalente, elles sont confondues avec le coût du transport. Donc, et elle est égale à la puissance consumée par le véhicule, c'est par la masse, la constante de gravité et la vitesse. Et donc souvent, en fait,
Donc, on calcule donc, cette valeur pour des véhicules artificiels et on les compare aux animaux sur un même graphique. Donc, ici, comme on peut le voir. Et par exemple, pour nous, donc, le moyen le plus économique de transport, c'est donc le train. Et à une plus petite échelle, en fait, on peut voir que le vélo, qui est ici, permet de réduire par 3 notre coût énergétique. Donc, on a intérêt à se déplacer en vélo pour être autonome en énergie. On peut essayer de tracer d'autres véhicules ou robots donc, sur ce graphique. Par exemple, ici, en bot, qui a une consommation assez catastrophique. Après, on a la fourmi. Donc, la fourmi, elle est bien alignée avec les animaux marcheurs, donc tout va bien. On a le robot Alimo, qui a un coût de transport de 2 et bien éloigné de l'être humain, dont il est le modèle. Mais en fait, donc, les robots les plus optimisés, c'est les robots quadrupèdes, comme le robot Cheetah, qui a un coût de transport de 0,5, et il est très proche de l'animal, de Cheetah, qui se trouve juste en bas, juste en dessous. Donc, c'est les robots les plus optimisés. Mais en fait, il y a une ambiguïté au niveau des définitions, parce que souvent le coût de transport est confondu avec la réponse spécifique, mais est-ce que vraiment le flux d'oxygène est équivalent à la puissance consommée? Ce n'est pas vraiment démontré, donc on va revenir un peu sur ce point-là un peu plus tard. Et donc avant, il faut savoir, donc, il faut voir comment fonctionne la marche des insectes. Donc l'insecte, on a vu que sa locomotion a été contrôlée par son système nerveux central qui se situe ici. Et donc un mouvement de marche classique se découpe en plusieurs phases. Donc, on a un moment où la patte elle va être en propulsion en contact avec le sol, donc la phase de propulsion, et après elle va revenir sur le point de départ, donc c'est une phase aérienne, une phase de balancement. À partir de là, on peut définir plusieurs équations. Donc, déjà, on peut définir la longueur du pas donc, au niveau du sol, donc c'est une derrière. On a la période de marche, donc le temps nécessaire pour faire un cycle de marche, qu'on va découper en deux parties. La période de propulsion au milieu du sol, donc période de stance, et la période de retour aérienne, donc la période de swing. Et après, donc, on peut définir la vitesse de marche. Et donc, on a ce qu'on appelle le rapport cyclique. Ça, c'est donc le temps, la durée de propulsion par rapport donc, à la durée totale d'un cycle. Et on a ce qu'on appelle la phase relative. Et la phase relative elle permet de définir les différents donc, patrons de marche. Donc, chez la fourmi, on rencontre 3 patrons de marche classiques. Donc, la marche en pause, parce qu'on a toujours 3 pattes en contact avec le sol, comme vous pouvez le voir sur le vidéo, et 3 pattes en l'air. On a aussi le patron de marche en vague, le wave gate, où on aura toujours toutes les pattes en contact avec le sol et seulement une seule patte qui va se déplacer dans sa patte aérienne. Puis on a le patron de marche tétrapode. Là, on a des 4 pattes en contact avec le sol et 2 autres pattes en l'air. À partir de là, on peut se demander, en fait, quelle est l'influence de ces paramètres de marche sur la consommation énergétique du robot. Donc, c'est-à-dire quelle est l'influence de la vitesse, du rapport cyclique, de la trajectoire de la base ou de la charge transportée. En fait, pour un robot qui est actionné par des moteurs, il faut savoir qu'un moteur, en fait, sa consommation énergétique, elle dépend directement de la charge transportée. Donc, on va plutôt chercher à calculer donc, la relation entre la charge transportée et les paramètres de marche. Là, on va prendre l'exemple d'un robot bipède avec des pattes sur lesquelles on va déposer une charge. On va s'intéresser à la charge transportée par une patte. Et par exemple, vu de la patte de gauche, la charge transportée en ce point-là sera égale à la charge donc, M plus la masse du corps divisé par 2 parce qu'on a 2 pattes qui permettent de soulever, de participer à l'effort. Dans le cas où on a une patte dans la patte aérienne, c'est déplaçant en l'air, là on aura la patte de gauche qui va transporter l'ensemble des masses, donc la charge, la masse du corps et plus la masse de la patte qui est dans la patte aérienne. Si on associe ces deux équations au paramètre de la marche, au patron de marche, on peut calculer donc, en fonction du temps, la masse transportée au niveau de la base de chaque patte. Donc, c'est une équation représentée ici, qui dépend des paramètres comme ici, donc le rapport cyclique, bêta, les phases relatives et la période de marche. Donc là, en fait, on a un exemple de comment généralement on mesure la consommation énergétique en fonction des paramètres de marche. Là, donc sur le robot en bot, on peut marcher par exemple
à différentes vitesses, sous différentes charges. En mesurant sa puissance consommée, donc, il est en fonction de sa fréquence du pas, la charge transportée, donc la longueur des pas. Après, on peut par exemple calculer le coût de transport. Donc, mais en fait, donc ça c'est une procédure assez longue parce que pour chaque incrément de paramètres, il faut refaire une expérience pour faire plusieurs mesures. Donc, on voudrait construire un banc de test qui permet de le faire à notre place. Pour cela, du coup, au cours de ma thèse, j'ai développé donc un banc de test capable d'identifier le profil énergétique du robot et de la pose complet à partir de mesures réalisées sur une seule patte. Donc là, je dis bien d'un robot complet parce qu'à partir de mesures sur une seule patte, on va extrapoler les données pour calculer les performances du robot entier. Là, je vous présente le banc de test numérique ANT, qui est composé déjà de 3 caméras de motion capture. Et si on se rapproche un peu du dispositif, on a un rail vertical sur lequel sont attachés la patte en pro de test. Sur le rail, on peut charger, donc derrière, il y a un chariot pour rajouter de la masse supplémentaire pour mesurer l'effet de la charge sur la locomotion. Et la patte est couplée sur un tapis roulant, donc qui n'aura aucun effort de résistance. Et tout cela va stimuler un robot en train de marcher. Donc, au cours de la marche, on va mesurer donc, la puissance consommée par la patte. On va mesurer les échauffements thermiques pour voir les défauts du mécanisme, la cinématique du bout de patte. Et donc, à l'intérieur du tapis roulant, on a un capteur de force, donc qui mesure la force au niveau de l'impact. Donc, cette patte, on peut la faire marquer à plusieurs vitesses, donc ça, c'est la procédure expérimentale, et à plusieurs charges. Donc là, on a rajouté une charge supplémentaire en niveau de la patte. Ce qui permet, par exemple, par la suite de mesurer la puissance consommée. On va découper en 2 segments. Donc, on va connaître le segment correspond à la propulsion de la patte au niveau du sol, et l'autre segment qui correspond à la patte aérienne, donc ce qu'on appelle en l'air. À partir de là, on va pouvoir faire 2 estimations, donc de la puissance nécessaire à la propulsion et la puissance nécessaire au balancement pour n'importe quelle masse transportée, n'importe quelle durée. Et là, en utilisant ces estimations faites à partir des données du banc de test, on peut par exemple calculer pour le robot complet la puissance consommée pour n'importe quel paramètre de marche, donc rapport cyclique, durée, charge, etc. Et là, par exemple, on pourrait estimer donc, le coût du transport, mais en fait, le coût de transport n'est pas suffisant pour décrire le profil énergétique d'un robot. Et parce que déjà, un robot et un animal ne vont jamais se déplacer à leur optimum énergétique. Quand on part, par exemple, pour le cheval, il va optimiser sa marche en fonction de sa vitesse. Par exemple, on a la fréquence des pas qui va augmenter avec la vitesse qui augmente en fonction de son patron de marche. Donc, on a le temps de contact qui va diminuer, le rapport cyclique aussi qui va tendre vers 0,5. Pour la fourmi, on a la même chose. Donc, on a, avec l'augmentation de vitesse ici, on a la longueur des pas qui va augmenter et la fréquence de marche aussi. Par rapport au patron de marche chez les fourmis cataglytis, ce qui est observé, c'est que plus ils marchent rapidement, plus ils vont marcher dans un patron de tripode, et plus la fourmi marche lentement, et va marcher en gate, donc au pic métachronal, et pour finir après sur des vitesses très lentes, donc en mode tétrapode. Et donc, on voudrait justifier donc, ce comportement de l'animal par nos mesures sur le banc de test. Donc, les avancées dans le monde de la thermodynamique actuelle, en fait, nous permettent de nos jours de donner et d'estimer un profil énergétique complet de l'animal. Et là, ce qu'on fait, c'est de l'appliquer au robot. Par exemple, un animal ou un robot peut être utilisé pour une machine thermique. Donc, on aura toujours une ressource, donc les aliments mangés par la fourmi. Donc, elle va produire de la puissance en sortie, donc il va générer donc, la puissance mécanique qui permet la locomotion. Et il y aura des pertes, donc des pertes thermiques. À partir de là, en fait, aussi, il a été vérifié expérimentalement que donc plutôt, en fait, c'est le flux des pertes qui serait proportionnel au flux d'oxygène. Et donc, contrairement à ce qui était dit précédemment, donc, où le flux d'oxygène était associé à la puissance consommée, là, en fait, donc, ce modèle, il dit qu'il faudrait revoir les définitions classiques et dire que le flux d'oxygène est correspond aux pertes énergétiques. Et là, donc, on peut définir un nouveau coût de transport ou avec donc, la puissance perdue divisée par la masse et la vitesse.
Là, on peut aussi, par exemple, définir le rendement énergétique qui est la puissance mécanique produite sur la puissance consommée. Et on voudrait donc mesurer ces grandeurs pour le robot. Donc, déjà, pour mesurer les pertes, il faudrait connaître la puissance mécanique produite, parce qu'on a déjà mesuré la puissance consommée précédemment. Donc, et pour connaître la puissance mécanique produite, on peut faire une simulation numérique où on a en fait un mode parfait, on n'a aucune perturbation extérieure. En donnant une trajectoire parfaite à la place du robot, on peut estimer donc la puissance mécanique produite par la place du coup de la marche. À partir de là, on peut mesurer l'influence des paramètres définissant la marche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc un graphique à 4 cadrans. Donc ici, sur l'axe vertical, on a le coût de transport spécifique. Sur l'axe axis, ici, on a la vitesse de marche du robot. Donc ici, le rendement, et là, la puissance mécanique produite au cours de la marche. Donc là, on étudie l'effet du rapport cyclique donc, sur les aspects énergétiques. On voit que plus le rapport cyclique se rapproche de 0,5, plus le robot peut marcher rapidement. Mais aussi, on peut voir que plus le robot marche vite, plus il faudrait rapprocher dans ce rapport cyclique de 0,5, et plus le robot marche lentement, il faudrait écarter le rapport cyclique de 0,5. Par exemple, ici, on peut voir qu'à 35 centimes par seconde, donc en termes de vitesse, si on passe d'un rapport cyclique de 0,5 à 0,7, on gagne on réduit les 18% des pertes énergétiques, et on a un gain au niveau de la puissance mécanique de jusqu'à 50%. Et donc ça, c'est le comportement qu'on a vu tout à l'heure sur le cheval, qui a tendance à se rapprocher du rapport cyclique de 0,5 lorsqu'il augmente sa vitesse. Si on regarde l'influence de la longueur des pas, donc bien sûr, plus la longueur des pas augmente, plus le robot il va marcher vite. Mais donc, aussi, une particularité, c'est que, donc, en fait, plus on a des pas petits, plus on atteint le maximum de puissance mécanique rapidement. Donc, si on veut transporter de la charge, il faudrait réduire la longueur des pas. Et donc, ce qui optimisera la puissance mécanique. Et ça aussi, donc, c'est ce qu'on a vu sur la fourmi qui augmente la longueur de ses pas avec sa vitesse. Donc, ce qu'on a vu sur le graphique précédemment. Après, donc, on peut regarder aussi l'influence du patron de Marx sur les aspects énergétiques. Donc là, on compare le patron en mode tripode au patron métacondal, donc le wave gate. Et on peut voir ici que lorsqu'on est à basse vitesse, donc le patron vague, le wave gate permet de réduire les pertes énergétiques jusqu'à 7%. Et donc, après ça, on peut l'associer à l'exploit de la fourmi, comme on a vu, qui était plutôt en basse vitesse, donc ce type de battement de marche, le rythme métacondal, et en haute vitesse, elle privilégiait le mode tripode. Et en plus, donc, le patron métacondal, qui permet d'avoir plus de puissance mécanique, parce qu'on a plus de contact en contact avec le sol, donc c'est mieux pour transporter de la charge. Et en dernier, en fait, puisqu'on a fait une simulation, on a fait des mesures sur une base unique, donc sur une seule base, et donc on les a extrapolées au robot entier, on peut imaginer toutes les situations imaginaires qu'on veut, donc et on peut stimuler donc, des robots quadrupèdes, hexapodes ou octopodes, et voir un peu leur profil énergétique avec le design de base qu'on a testé. Là, on peut voir bien sûr que le robot quadrupède, c'est le plus optimisé énergétiquement, parce qu'il a moins de bases, moins de moteurs à alimenter. Mais le robot hexapode, en fait, c'est le plus. C'est un bon compromis entre perte énergétique et puissance produite. D'où le choix pour les robots. La thèse au doctorat, il faut oublier. Donc, en dernier, on peut se rappeler en fait qu'on a vu que le cheval, il avait trois points optimaux pour les trois vitesses optimales pour lesquelles il pouvait marcher et avoir donc une consommation énergétique très basse. Et ça, et pour le robot, ce n'est pas le cas en fait. Pour le robot, il n'avait qu'un seul point de fonctionnement optimum, c'est-à-dire que plus il marchait vite, plus il avait un meilleur rendement. Et là, en fait, on peut imaginer une situation imaginaire. Donc, dans le cas où on réduirait de 36 watts la puissance consommée par le robot. Et là, dans ce cas-là, on aura plusieurs points de fonctionnement qui vont apparaître. Par exemple, là, on a à 0,1 mètre par seconde, on aurait un point de fonctionnement pour bêta 0,5 qui serait ici et qui correspondrait à un minimum de coût énergétique. Et donc, dans la même situation, si le robot marcherait à 0,6 mètres par seconde,
il serait dans son point optimum où il optimiserait la puissance mécanique. Donc là, en fait, on a deux points de fonctionnement du robot. Mais ça, c'est une situation imaginaire qui n'est pas le cas des robots de la boîte actuellement. Parce que donc, au niveau de la structure, au niveau de leur système d'actionnement, on ne peut pas avoir ce type de comportement. Ainsi, pour conclure, donc, ce projet de thèse a mené à faire trois grandes contributions. Donc, d'abord, la mise en évidence des défauts des robots et de leur structure conventionnelle, donc biospérique. On a ensuite proposé un nouveau design de page biospérique qui soit plus proche de l'animal et en essayant de proposer des solutions originales aux problèmes des robots conventionnels. Et dans le troisième temps, on a défini une méthode standardisée qui permet d'estimer le profil énergétique d'un robot hexapode à partir de mesures réalisées sur une seule patte unique. Et là, pour terminer, donc ça, c'est un tableau de comparaison des performances d'un robot hexapode à base de pâte conventionnelle à X-leg et d'un autre robot de pâte triangulaire. Ainsi, je vous remercie pour votre attention. Donc, un grand merci à l'expert de l'Université de Marrakech pour mon projet de thèse. Merci aux services administratifs. Bien sûr, à l'agence d'innovation défense qui a financé ma thèse et le CNRS. Merci au jury d'avoir accepté, d'avoir lu ma thèse, d'avoir accepté de venir à Marseille pour évaluer mon travail. Merci à Julien Stéphane de m'avoir encadré au cours de ces années de thèse et d'avoir laissé une grande liberté dans toutes les idées un peu folles. Donc, et bien sûr, merci à l'équipe de robotique. Donc, merci à Jean-Marc qui a participé à la fabrication du banc de LED et à ma famille. Merci à tous.